All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Rob Reiniger, quoi de neuf concernant l'achat de vaisseaux et d'armes avec des crédits Alpha UEC? C'était prévu pour la 3.0, ils l'ont avancé comme ils pouvaient et ils sont finalement passés à autre chose quand ils ont compris qu'ils ne finiraient pas à temps. Comme ça a été dit la semaine dernière, les développeurs continuent de convertir certaines armes au nouveau système 2.0 et tant que c'est pas fini, l'achat d'armes avec les Alpha UEC est pas possible. Et du coup, quand est-ce que ce sera fait? Il sait pas trop, il demande de pas le citer là-dessus, mais il est possible que ça se prolonge jusqu'à fin mars et que du coup ça passe à la 3.2. Seconde question pour Matt Sherman, quand est-ce qu'on pourra embaucher des PNJ pour manipuler des tourelles ou les automatiser avec des IA? C'est pas prêt parce que avant ça, ils doivent avoir un gameplay aux tourelles qui est correct de base quand on les contrôle manuellement. Sans ça, ils développeront certainement moins bien le gameplay avec PNJ ou IA, et surtout, ça poserait le risque que tout le monde utilise les tourelles comme ça, et il y aurait fatalement moins de retour des joueurs sur le contrôle manuel. Ensuite, toujours avec Matt Sherman, quelques belles images de l'intérieur du Terrapin. On a pu voir le système de composants avec les systèmes de refroidissement, les systèmes de survie, le radar, le moteur de saut et le générateur. N'hésitez pas à aller voir, c'est plutôt cool. Il y a 2 semaines, c'était le studio de Francfort qui était un peu paralysé par une bombe de la Seconde Guerre mondiale trouvée sur un chantier. Et la semaine dernière, c'était le déluge au-dessus de Manchester, donc certains développeurs ont dû travailler de chez eux. À croire que c'est un complot des haters, mais du coup, Disco Lando a dû répondre à une question par lui-même. Certains backers ont repéré que la capacité de soute du freelancer dur a diminué sur le tableau des vaisseaux. Tout simplement, la capacité de soute sur la chip Matrix se base sur la taille des vaisseaux actuels, et d'ici à ce qu'ils soient produits définitivement, les vaisseaux seront plus gros et donc la capacité de soute sera plus élevée. Quatrième question pour Sean Tracy, avec en fond une petite démo de l'amélioration du shader de la peau des personnages. Quels sont les plans de CIG concernant les souterrains? C'est définitivement quelque chose qu'ils veulent faire, mais ça sera pas avant longtemps vu la quantité de biomes qu'ils veulent intégrer au jeu. Donc quand tous ces biomes seront faits et qu'ils en seront satisfaits, ils verront. Dernière question pour Benoît Beauséjour sur l'état de la future appli mobile pour Star Citizen. Elle sortira pas cette année, déjà car ils n'ont pas encore défini toutes ses fonctionnalités, et aussi car ils voudraient avoir une appli capable d'interagir avec le jeu, ce qui sera pas pour tout de suite. Aussi, leur priorité pour le moment, c'est la VoIP, et vis-à-vis de l'expérience mobile, c'est l'amélioration de l'utilisation du Spectrum sur le navigateur des smartphones. La vidéo de mardi présentait le système Kaifa au fin fond de l'espace Xi'an. La particularité de ce système, c'est que les Xi'an ont plusieurs religions, mais il y en a une plus importante que les autres, qui a été adoptée par la famille royale, et le système Kaifa en est le lieu saint. C'est un système qui est longtemps resté secret, jusqu'au jour où 2 explorateurs humains sont tombés dessus par hasard. Plutôt que de les sanctionner, l'impératrice Krei a décidé que ce lieu serait désormais accessible aux humains, afin de renforcer les relations avec l'humanité, les échanges culturels interespèces, et faire oublier les siècles de tensions entre nos deux civilisations. Même si bon, c'est surtout pour le tourisme et l'argent. Pour en revenir à leur culte, ils portent le nom de Litova, et c'est un des rares termes Xi'an prononçables. C'est un culte tournant autour de la réflexion perpétuelle sur le néant, l'espace-temps et comment les pensées et les actes de chacun peuvent impacter l'univers. C'est en partie pour ça que les Xi'an mettent du temps à prendre des décisions, et c'est du coup pour ça qu'ils ont la réputation d'être calculateurs. Le lieu saint proprement dit se trouve sur Kaifa 2, et une journée sur cette planète, c'est 100 ans chez les Xi'an, soit 128 ans chez nous. Cette coïncidence et le fait que le culte du Litova s'intéresse à l'espace et au temps les ont motivés à en faire leur lieu saint. Ils l'ont colonisé, et la surface de la planète est aujourd'hui parsemée de temples où les Xi'an viennent en pèlerinage. Le rituel le plus connu est celui consistant pour un Xi'an à venir méditer pendant une journée sur cette planète, soit 100 ans pour eux, donc 128 années terrestres. C'est faisable vu leur espérance de vie et leur métabolisme, mais seuls les plus motivés et les plus pieux y arrivent. Kaifa 2 est aussi connu pour sa variété de fleurs millénaires. C'est une plante qui vient du système Hélice et qui a la particularité de fleurir une fois par siècle Xi'an. Donc évidemment, elle s'est faite remarquer et les Xi'an en ont ramené sur Kaifa 2 pour la cultiver. Les pratiquants Xi'an en reçoivent en cadeau et les humains, eux, ont pas d'autre choix que d'en acheter pour en avoir. Concernant le reste du système, Kaifa 1 est une planète composée de carbone et du coup on pourra certainement y trouver du diamant. Elle est peut-être terraformable vu qu'elle est dans la zone verte du système, mais personne ne sait encore comment terraformer ce genre de planète. Pour finir, Kaifa 3 et 4 sont 2 naines gazeuses dont on sait pas grand chose. Pas d'émission mercredi, mais la phase évocative pour la 3.1 a commencé. Je partagerai pas les captures d'écran qu'on trouve sur le net, pour ne pas risquer de causer des ennuis aux évocatifs qui les ont prises. Par contre, on les trouve facilement sur Reddit, donc n'hésitez pas à aller voir. Petit spoil, le reclaimer est vraiment gros. Donc on passe directement à la Round the Verse de jeudi qui faisait 1 heure. La première partie de l'émission traitait des derniers progrès global et la seconde partie sur l'optimisation. Je vais en parler en même temps que le Reverse the Verse de vendredi car ils sont très liés. Pour commencer, quelques améliorations de l'affichage tête haute du cockpit. La représentation du vaisseau que l'on vise en haut à droite n'est plus une autre entité générée en 3D, mais une représentation en temps réel du vaisseau visé via la technologie Render to Texture. Cette techno sert entre autres à établir des communications visuelles en temps réel avec d'autres joueurs ou des PNJ. Et en 3.1, ce genre de choses pourra se paramétrer pour être affiché au choix sur des écrans multifonctions, le Mobiglass ou l'affichage tête haute.
Sur un de ces affichages, on pourra choisir d'afficher le vaisseau visé ou notre vaisseau, et on pourra désormais choisir l'angle de vue ou laisser une vue libre affichant le vaisseau de notre point de vue. Et pour finir sur ce sujet, si j'ai bien compris, on pourra paramétrer l'affichage tête haute pour y afficher ce qu'on veut parmi ce qui est affiché normalement sur les écrans multifonctions. Concernant les planètes procédurales, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont pu améliorer, mais ça rend la transition vers la surface beaucoup plus fluide, et ils ont amélioré leur outil pour positionner rapidement beaucoup plus d'outposts d'un coup. Concernant la création des stations spatiales, les artistes intègrent leurs derniers éléments nécessaires avec les hangars, l'éclairage et quelques panneaux publicitaires. Pour l'intérieur de ces stations, l'outil qu'on a vu à la SeasonCon leur permet de générer automatiquement des dispositions de pièces pendant la nuit. Ils estiment en avoir à peu près déjà un millier, pas tous utilisables en jeu, mais c'est un bon indicateur de la quantité de stations qu'ils peuvent générer. Ils travaillent aussi à unifier le code en charge de la customisation de l'équipement qui ne l'est pas entre le Moby-Glass et les menus de Star Marine. On pourra d'ailleurs mixer les différents équipements des armures légères, moyennes et lourdes. Concernant le Moby-Glass, ils vont essayer d'en améliorer la lisibilité, l'ergonomie et de lui faire occuper plus de place à l'écran. Concernant l'application de customisation des personnages, ils sont en train d'y ajouter quelques animations, de terminer les icônes relatifs à chaque élément et de corriger quelques bugs. Le bureau d'Austin travaille sur le système de création de missions pour les joueurs. Pour commencer, en 3.1, on devrait pouvoir créer des missions de récupération, d'assistance au combat et de transport. Une fois un contrat accepté, un marqueur de saut quantique permettra de rejoindre le joueur à l'origine du contrat. Les contrats pourront être annulés à tout moment, mais les joueurs devront se rappeler qu'ils pourront être notés par l'autre joueur, ce qui constituera un début de réputation. On arrive à la seconde partie sur l'optimisation avec pour commencer les explications de Christopher Bolt. L'exécution d'un jeu vidéo, grosso modo, c'est 3 étapes. La première étape concerne l'interprétation d'ordres qu'on donne au jeu. Un mouvement de souris, de joystick, une touche pressée sur un clavier, sur une manette ou sur une souris, ou encore des données reçues via le réseau, tout ça constitue des instructions qui vont influer sur l'état du jeu. Ensuite, deuxième étape, mettre à jour le monde virtuel en fonction des ordres reçus. Changer une position, une couleur, des points de vie, bref, plein de trucs possibles, que le processeur, CPU en anglais, va calculer. Enfin, maintenant que l'état du monde virtuel est mis à jour, troisième étape, déterminer ce que le joueur peut voir de là où il est et calculer le rendu visuel de la scène de son point de vue. Et ça sera le boulot de la carte graphique GPU en anglais. Bon, évidemment, le temps de la première étape est négligeable, et dans un cycle d'exécution, on parle surtout des 2 étapes suivantes. Si tout ça peut être fait en moins de 16 millisecondes, alors on peut le faire jusqu'à 60 fois par seconde, et donc avoir 60 FPS. Donc le temps de calcul par le processeur et le temps de rendu par la carte graphique doivent chacun être réduits au maximum, pour pouvoir rafraîchir l'image à l'écran le plus souvent possible et avoir un meilleur framerate. Évidemment, ces 2 composants vont pas bosser l'un après l'autre, ils vont travailler en même temps avec à un instant donné la carte graphique qui va calculer le rendu du monde préalablement calculé par le processeur, et le processeur qui va calculer les modifications à appliquer au monde virtuel pour la scène suivante. Sauf que ça, c'est sur le papier. En vrai, selon la charge de travail du processeur et de la carte graphique, l'un travaillera fatalement plus vite que l'autre. Si la carte graphique calcule vite les rendus visuels du jeu et que le processeur est lent à calculer les changements à opérer sur le jeu, et bah ça sert à rien d'optimiser le rendu graphique, il est déjà suffisamment bon. C'est pour ça qu'il est recommandé d'avoir un processeur récent pour accompagner une carte graphique récente et vice versa, pour que l'un soit pas limité par l'autre et éviter ce qu'on appelle en anglais un bottleneck, c'est-à-dire un goulot d'étranglement. Donc, quelles sont les pistes pour l'optimisation? Au niveau du processeur, utilisez les différents cœurs et les différents threads pour paralléliser plusieurs petites tâches qui prendront des temps d'exécution similaires, ce qui complexifie fatalement le code mais en accélère l'exécution. Ensuite, c'est très vague, mais il faut penser son code correctement. Exemple, vous avez une liste d'éléments, et vous voulez supprimer un élément bien précis de cette liste. La solution la plus simple, c'est de parcourir la liste élément par élément, pour vérifier un par un que c'est l'élément que vous recherchez, le supprimer lorsque vous l'avez trouvé, et ensuite décaler tous les éléments restants de votre liste, pour combler le trou engendré par la suppression. Sauf que si votre liste est énorme, ça va prendre un temps fou, alors que si l'élément que vous cherchez à supprimer connaît sa position dans la liste, ça consomme un tout petit peu de mémoire en plus, mais ça sera beaucoup plus facile de le supprimer. L'exemple est très simple, les problématiques dans le développement de jeux vidéo sont bien plus complexes, mais c'est l'idée. Au niveau de la carte graphique, il faut évidemment limiter au maximum son utilisation, en limitant le nombre de draw calls. Pour chaque modèle 3D, on en aura plusieurs variantes avec des niveaux de détail différents, utilisés en fonction de la distance avec le joueur. D'autres modèles 3D pourront aussi être fusionnés pour limiter les appels à la carte graphique. Ils ont aussi un autre procédé qu'ils appellent le portal culling, qui consiste tout simplement à ne pas générer le rendu d'une pièce que le joueur ne peut pas voir, s'il ne peut pas en voir ne serait-ce que le point d'accès. Rien à voir avec le bind culling du netcode, là on est sur du vocabulaire d'imagerie 3D. Pour analyser les performances, ils utilisent différents outils qu'on appelle des profilers. Si j'ai bien compris, les profilers d'échantillonnage vont plutôt mesurer les temps de consommation de processeur et relever les piles d'appels de fonctions, tandis que les profilers d'instrumentation consistent à rajouter du code dans chaque fonction ou dans les binaires compilés pour en extraire les données qu'on veut. La première méthode est plus facile, plus légère, moins intrusive et permet d'avoir une vue d'ensemble, tandis que la seconde est plus compliquée, plus lourde, plus intrusive, mais permet de remonter plus d'infos plus spécifiques. Ils ont aussi un système dit de télémétrie. En gros, sur des jeux en cours d'exécution chez les joueurs, le jeu va sauvegarder de lui-même certaines données dans certaines circonstances, notamment quand le framerate descend en dessous d'un certain seuil, et envoyer plus tard tout ça sur les serveurs de bug report de CIG pour que ça soit analysé par des ingénieurs.
Une autre solution qu'ils envisagent, c'est les tests fonctionnels automatiques. Sur une machine dédiée qu'à ça, il pourrait y avoir des scripts simulant les actions d'un joueur selon des scénarios prédéterminés, ce qui est bien plus efficace et rapide que de préparer ce genre de situation à la main sur son poste de travail. Et surtout, ça permettrait de simuler de vastes sessions de tests sans organiser la participation de 50 testeurs. Enfin, on passe à ce qui vous intéresse certainement le plus, Clive Johnson et ses explications sur le bind culling, qui est censé améliorer le framerate de Star Citizen sur nos machines. Depuis des années maintenant, le framerate de Star Citizen est mauvais en mode en ligne, et très bon en mode hors ligne. Du coup, les joueurs ont vite déterminé que c'était pas un problème d'optimisation graphique, mais que c'était un problème de code réseau. Non, c'est pas le cas, et le dire, ça plaît pas, mais alors pas du tout à Clive et Rob Johnson. Backers have taken to referring to all performance-based issues as netcode issues. How crazy does that drive you? Absolutely livid. That's why he's got no hair. Yes, yeah. I had long hair when I joined the company. Not anymore. Yeah, he's got pictures to prove it as well. Avec la 3.0 et l'arrivée des variables sérialisées, les ingénieurs réseau de CIG ont pu développer, côté serveur, la parallélisation du traitement d'envoi des données à chaque joueur, en se servant de tous les threads disponibles sur le processeur du serveur, plutôt que de s'en servir que d'un, qui ferait attendre le thread principal. Donc le code réseau était responsable d'un goulot d'étranglement sur le serveur, mais c'est plus le cas. Côté client, grâce aux variables sérialisées, les données reçues sont tellement légères que leur traitement prend environ une milliseconde. C'est même plus rapide de recevoir ces données et les analyser que pour les serveurs de les préparer et de les envoyer. Donc la réception de données du serveur sur nos PC n'est pas le responsable d'un goulot d'étranglement qui causerait un mauvais framerate. Le problème, c'est que ces quelques données reçues du serveur vont peut-être ordonner à votre processeur de calculer des tas de choses inutiles, car à des millions de kilomètres de vous, et c'est ce qui se passe actuellement. En mode hors ligne, il n'y a pas de données reçues du réseau, donc votre processeur doit calculer très peu de choses, et il ne fait pas attendre votre carte graphique, et du coup ça saccade pas. En mode en ligne avec peu de joueurs, il y a des données reçues du serveur, donc votre processeur doit calculer un peu plus de choses, et il risque de faire attendre votre carte graphique, et ça peut commencer à saccader. Et en mode en ligne avec beaucoup de joueurs, il y a toujours des données reçues du serveur, et qui disent à votre processeur de calculer des tonnes de trucs en plus, donc il galère à mort, il fait attendre votre carte graphique, et ça saccade à tous les coups. Donc c'est bien la surcharge du processeur qui crée un goulot d'étranglement pour tout le reste, et ça peut autant venir d'un artiste qui a mis trop de polygones sur un modèle 3D que d'un programmeur qui a fait n'importe quoi sur un algorithme. Par exemple, le premier modèle de Freelancer avait des rivets mal faits, à tel point qu'il se retrouvait à peser plus lourd en mémoire qu'un Idris. Donc non, les responsables du mauvais framerate sur Star Citizen, c'est pas les 3 ingénieurs en charge du code réseau, c'est une responsabilité collective et ça peut venir de tous les employés de CIG dans tous les départements techniques. Le bind culling, ça sera donc un moyen côté serveur d'envoyer au PC d'un joueur que ce qui le concerne, c'est-à-dire que ce qui est proche de lui. Du coup, dans le cas d'une entité trop loin du joueur, le processeur et la mémoire vive du PC du joueur ignoreront son existence et n'auront pas de travail à faire dessus. Sauf que c'est pas simple, car les étapes qui restent à développer sur ce sujet sont malheureusement dépendantes d'un autre sujet. On va imaginer que le bind culling est implémenté pour exposer 2 problèmes potentiels. Vous êtes à Port-Olisar et une mission consiste à aller voir Miles Eckhart sur Levski, là où il est assis à son bar. Donc vous avez besoin d'un petit marqueur de saut quantique pour vous montrer où aller. Mais avec le bind culling, le serveur vous enverra pas les coordonnées de Miles Eckhart puisque vous êtes à des centaines de milliers de kilomètres de lui. Donc le jeu saura pas où il est ni où mettre le fameux marqueur. Autre problème, imaginez que vous passez en saut quantique vers une zone. Le serveur vous envoie les informations de tous les nouveaux éléments qui se trouvent dans cette zone. Sauf que le spawn de certaines entités est encore effectué de façon bloquante. Ça veut dire que quand le jeu se met à faire apparaître certaines de ces entités, son fil d'exécution principal est bloqué et ne peut plus rien faire d'autre. Donc ils ont besoin de réaliser, là encore, de la parallélisation de tâches pour pouvoir faire des chargements d'entités sans écran de chargement, asynchrone et à grande échelle, c'est-à-dire développer le fameux Object Container Streaming attendu pour la 3.3. Donc le bind culling si prometteur, on l'aura certainement pas pleinement avant l'arrivée de la 3.3. En attendant, à partir de la 3.1, on en aura une ébauche grâce aux variables sérialisées filtrées via la distance. Comme je l'ai dit plus tôt, le bind culling, ça sera un moyen côté serveur d'envoyer au PC d'un joueur que ce qui le concerne, c'est-à-dire que ce qui est proche de lui. Du coup, dans le cas d'une entité trop loin du joueur, le processeur et la mémoire vive du PC du joueur ignoreront son existence et n'auront pas de travail à faire dessus. Les variables sérialisées, filtrées via la distance, ça sera un peu différent. Dans le cas d'une entité trop loin de vous, votre processeur et votre mémoire vive seront toujours conscients de sa présence, mais comme ils recevront pas de données à son sujet via le réseau, ils n'effectueront pas de travail dessus, donc ça allégera la charge du processeur et vous avez compris la suite. Bref, si ce genre de sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Pause Process sur l'optimisation qui est sortie l'année dernière et qui vous en parle bien mieux que moi. D'ailleurs, dans cette vidéo, Jordan dit que l'optimisation d'un jeu, c'est pas quelque chose qui se fait à la fin du développement contrairement à une idée très répandue, mais que c'est plutôt une philosophie tout au long du cycle de production. Et ça colle avec ce que dit Clive Johnson quand il dit qu'ils ont commencé à parler optimisation réseau dès son premier jour en septembre 2014, et ce que dit Rob Johnson quand il dit qu'ils optimisent Quadrant 42 petit à petit depuis des années.
Vendredi, l'émission Reverse the Verse recevait justement ces deux ingénieurs, et je vais traiter de cette partie plutôt rapidement, puisque j'ai déjà dit beaucoup de ce qui a été dit dans cette émission plus tôt dans la vidéo. Après la 3.4, que doivent-ils mettre en place pour gérer les changements de système planétaire? C'est pas encore décidé, mais avec la technologie de migration des joueurs d'un serveur à l'autre, en fonction de leur emplacement, ils pourront s'en servir pour migrer les joueurs d'un système planétaire à l'autre, au moment du passage dans un point de saut. La difficulté viendra peut-être d'un éventuel conflit de coordonnées spatiales au moment de passer d'un système à l'autre, car les coordonnées X, Y, Z ne contiennent évidemment pas le nom du système planétaire où on se trouve. Le serveur meshing d'ailleurs, c'est ce qui va permettre, peut-être, de créer un seul terrain de jeu commun mondial à toute la communauté, mais le ping sera très certainement une barrière infranchissable. Ils pourront peut-être essayer d'organiser les serveurs et les géolocalisations de façon à réduire la latence, mais c'est vraiment pas certain. Ensuite, question intéressante sur le bind culling, est-ce que ça va pas casser des mécaniques de gameplay comme le télescope de l'Endeavor? Alors ça devrait être possible de programmer des exceptions dans le bind culling pour ce genre de cas, ça devrait pas non plus poser trop de problèmes vu que même si le joueur dans le télescope pourra voir du coup très loin, il aura quand même un champ de vision très réduit, mais c'est une problématique très intéressante et ils vont voir comment faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il manque pour faire apparaître des vaisseaux capitaux? Là encore, c'est l'Object Container Streaming pour ne pas bloquer le jeu pendant plusieurs secondes au moment de leur chargement. Enfin, est-ce que les batailles spatiales gigantesques sont toujours possibles? Selon Clive Johnson, au vu des optimisations réalisées et de l'infrastructure serveur, oui, ça devrait pouvoir se faire. Samedi, CIG a mis à jour sa roadmap pour la 3.1. Il y a eu beaucoup de progrès sur les optimisations et un peu moins sur les vaisseaux et sur la technologie de planète procédurale. On constate quand même l'ajout d'une variante pour le Nox. C'est la fin de cette vidéo plus longue que d'habitude, j'espère que ça vous a plu et que les explications étaient suffisamment claires vu le temps que j'ai passé à tout rédiger. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.